Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. Ça inclut tous les enjeux de rémunération, compensation and benefit, tous les enjeux de learning et de développement des collaborateurs. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co/book, B-O-O-K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Stéphanie, comment vas-tu ? Bonjour Alexis, très bien, merci. Eh ben, écoute Stéphanie, je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. On enregistre comme le veut un petit peu la tradition depuis le confinement à distance, mais il n'empêche que c'est toujours un très bon moment. Là, à l'heure actuelle, on est vendredi fin de journée et je trahis aucun secret pour dire qu'on adore tous les deux ce qu'on fait, mais qu'on sera aussi très content d'avoir un petit break, me semble-t-il. Mais c'est une belle manière, moi je trouve, de finir la semaine. En tout cas, je suis très content de la finir avec toi, Stéphanie. Stéphanie, je vais te laisser te présenter rapidement. Et puis, alors je ne sais pas si c'est encore utile de présenter Blablacar, mais peut-être à minima de présenter la manière dont Blablacar se décrit à l'heure où on se parle, donc fin 2021. Oui, bien sûr. Donc Blablacar, on le qualifie d'un réseau de transport qui consiste à rassembler une communauté de membres. On en compte cette semaine, d'ailleurs, on vient de fêter nos 15 ans et nos 100 millions de membres qui partagent en fait du covoiturage et des trajets de bus dans plus de 20 pays. Notre objectif, en fait, c'est d'utiliser la technologie qu'on met à la disposition de nos passagers et de nos conducteurs pour optimiser le remplissage des sièges qui sont vides sur les routes dans un objectif de rendre ce voyage plus économique et pratique. Voilà, donc on se targue d'économiser chaque année 1,6 million de tonnes de CO2 et de créer, et ça c'est pas négligeable, 120 millions de connexions humaines. Et donc actuellement, tu es VP Global Talent Manager chez Blablacar, si je n'ai pas écorché le titre. Tout à fait, c'est exactement ça. Donc c'est une fonction qui en fait couvre plusieurs aspects assez classiques dans le talent management, c'est-à-dire que ça va de la marque employeur en passant par le recrutement. Ça inclut tous les enjeux de rémunération, compensation and benefit, tous les enjeux de learning et de développement des collaborateurs, les fonctions d'organisation, de suivi de la performance, de mobilité, etc. Mais aussi les rôles dits HRBP ou People Business Partner, qui en fait opèrent au plus près des équipes partout dans le monde, que ça soit à notre headquarter en France, mais aussi dans tous les pays où on est implanté. Et pour nous donner une petite idée, à l'instant T, combien de collaborateurs et collaboratrices dans Blablacar au complet ? Alors Blablacar, c'est 700, à peu près 700 personnes aujourd'hui. Une grande partie est en effet présente en France. Je ne dis plus à notre siège uniquement, puisque le télétravail ayant pris l'ampleur qu'on lui connaît, on a une partie de plus en plus importante de nos collaborateurs qui ont fait ce choix. Et on a ensuite de grosses implantations en Russie et en Ukraine. Notamment, on a développé un hub technique de développeurs en Ukraine, mais on a aussi des présences au Brésil, en Allemagne, voilà, on est en Pologne, on est présent dans pas mal de pays. Et alors, on a le plaisir donc de te recevoir aujourd'hui dans le podcast comme le veut également la manière dont on prépare ces épisodes, on a échangé avec Stéphanie en amont en se disant bon, on a du temps pour échanger sur plein de sujets. Qu'est-ce qu'on choisit ? C'est quoi la meilleure utilisation de ce temps-là ? Sachant que Blablacar a quand même une aura particulière, un peu de pionnier sur beaucoup de choses en start-up et pas uniquement le côté licorne. Hein. Je pense au travail qui a été fait sur les valeurs et l'importance que les valeurs ont pour soutenir une entreprise, qui a quand même été très très largement portée par Frédéric et Blablacar. Je pense au Galion également. Pour encore enrichir ça, il s'avère que de ton côté, au-delà des activités que tu as chez Blablacar, Stéphanie, tu es pas mal engagé sur des activités d'observatoire qui te rendent très au fait de ce qui se passe dans le futur du monde du travail, le futur des métiers de la RH. Est-ce que
tu peux nous en dire 2 mots avant que je rompe le suspense et te dire de quoi on va parler aujourd'hui? Oui, alors en effet, alors, peut-être un petit préambule à ça, c'est que en fait, je ne viens pas des RH. Je viens, d'un parcours, un peu moins académique, que ça, puisque j'ai d'abord fait nombreuses années en marketing, puis en fonction commerciale de gestion de force de vente. Et j'avais vraiment cette passion de l'humain et cet intérêt pour, le métier des RH qui, pour moi, joue un rôle absolument, stratégique, au sein des entreprises. Et en fait, j'ai eu cette chance, cette incroyable chance de pouvoir me reconvertir, ce qui est quand même pas chose facile encore aujourd'hui en France malheureusement, et de mettre finalement mon expérience opérationnelle au service des RH. Et en fait, j'ai eu, malgré tout, comme tout bon syndrome de l'imposteur qui débute complètement, j'ai voulu me former, et j'ai choisi et j'ai là aussi eu la chance de pouvoir faire un executive master RH à Sciences Po. Et ça a été un déterminant pour moi, pour en effet, comprendre à quel point, les enjeux autour du futur du métier des RH étaient absolument, structurants, notamment autour de 2 axes qu'on pourra développer ensemble, aujourd'hui. Et en fait, j'ai fait le constat que la crise qu'on vient de traverser, je trouve, a eu cet énorme, mérite, malgré toutes les difficultés qu'elle a provoquées, mais en tout cas pour la fonction RH, de l'avoir remis sur le devant de la scène, d'avoir montré à quel point, les RH pouvaient jouer un rôle stratégique auprès, des équipes de direction des entreprises et ne pas se positionner comme, je dirais la seule fonction support, que l'on peut malheureusement encore parfois observer dans certaines entreprises. Et du coup, fort de ces 2 éléments-là, que ça soit les connexions et les enjeux que j'ai découverts, dans le cadre de ce master RH et le contexte actuel, c'est en effet quelque chose que je développe énormément. Et donc, vous l'avez compris, l'angle que nous allons aborder aujourd'hui avec Stéphanie est, très prospectif parce que nous allons, faire un saut dans, ce qui nous attend un peu toutes et tous, sur, le futur du travail, en tout cas ce qui a l'air de, poindre à l'horizon. Évidemment, l'impact que ça va avoir sur la fonction RH ou quel rôle, vont devoir, jouer les professionnels de la RH, pour accompagner cette évolution du métier en général et évidemment, c'est pas par hasard que j'ai parlé un peu des faits d'armes de Blablacar, sur certains sujets pionniers, ce qui se fait, à Blablacar ou ce qui s'est fait, ce qui s'envisage, un peu, dans ce sens-là. Donc, un épisode qui est orienté, vers une temporalité qui va du très, très long terme au très, très court terme parce que, le futur se prépare un petit peu aujourd'hui, et avec, je l'espère, tout autant, de vues sur ce qui va se passer, d'un point Mmh. de vue très prospectif, que, de choses très applicables, qu'on peut déjà commencer à Oui. envisager, en tant que Mmh. professionnel de la RH, fondateur, fondatrice, enfin, vous connaissez. Donc peut-être, on peut commencer par l'angle des enjeux. Si on imagine que le monde du travail va se transformer, il va probablement se transformer en réaction, tu le disais, à des crises ou à des choses Oui. qui vont évoluer. C'est quoi les enjeux du futur qui vont avoir un impact sur le monde du travail? En tout cas, vu de ta fenêtre, de ce que tu as pu en voir dans les différents observatoires, qui travaillent sur le sujet. Donc en fait, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais j'en ai au moins 2 en tête, je pense qu'ils sont intéressants, à creuser. Alors je vais pas faire un long monologue Je te poserai plein de heu, questions pour rompre le voilà, monologue, promis. n'hésite pas à me poser plein de questions parce que c'est des sujets qui me passionnent, hein, je peux en parler pendant des heures. Mmh. Donc le premier va tourner autour de ce qu'on appelle, les soft skills, ou compétences comportementales. Pourquoi est-ce que ce sujet-là est important aujourd'hui? Notamment parce que justement, le contexte de crise qu'on vient de connaître a montré à quel point les compétences dites humaines, il y a plein de définitions qui existent sur le sujet des soft skills, mais on peut commencer par, parler de cette définition-là. C'est-à-dire qu'en gros, on se parle de compétences comportementales ou compétences dites personnelles ou interpersonnelles et en fait, elles ont été absolument majeures dans la crise qu'on vient de connaître parce que cette crise, en fait, elle nous a obligés à faire appel, à des compétences d'adaptation, de réactivité, d'agilité, de résilience, de résolution de problèmes, de créativité et cetera. Et donc en fait, elles sont redevenues sur le devant de la scène, si tant est qu'elles en aient jamais, disparu. Et il se trouve que, j'avais déjà, préalablement à cette crise, commencé à m'intéresser, à ce sujet. Tu mentionnais tout à l'heure, l'observatoire dont je fais partie qui s'appelle l'Observatoire des métiers du futur et on vient justement de publier, juste avant, l'été,
une enquête sur ce sujet. Alors, on pourra la mettre en référence si les gens souhaitent s'y référer, parce elle présente un diagnostic assez complet de ce sujet. Et on y dit notamment que, en fait, en dehors des effets de crise, ce sujet des compétences comportementales, pourquoi est-ce qu'il est clé? C'est qu'il y a plein d'autres éléments de contexte importants qui vont les rendre indispensables. Alors, on peut se parler de phénomènes tels que ce qu'on appelle l'obsolescence des compétences dites techniques ou les hard skills, qui a été démontré par énormément d'études sur le sujet. Il y a notamment une étude de l'OCDE qui dit qu'une compétence technique a désormais une durée de vie de 12 à 18 mois. Donc, on voit bien que c'est quand même extrêmement réduit. Il y a un contexte d'évolution des métiers. Là, c'est encore d'autres chiffres qui circulent, mais qui consistent notamment à nous expliquer à quel point les gens qui sont en formation aujourd'hui, initiale, hein, donc on se parle des jeunes étudiants, en fait, ils exerceront en 2030 des métiers qui n'existent pas encore pour 85% d'entre eux. Donc c'est assez dingue quand tu y penses 2 secondes, de te dire qu'en fait, nos enfants demain, exerceront des métiers qui n'existent pas. Et il y a un autre phénomène qui est assez important et sur lequel je reviendrai après, qui concerne l'arrivée de l'automatisation des tâches et de l'intelligence artificielle, qui est ma deuxième passion dans le domaine des RH, et qui justifie en fait de ce besoin de s'intéresser pardon, à ce sujet des soft skills. Donc ouais, parce qu'effectivement, tu as raison, mais ça me surprend pas, hein, que derrière, chacune de tes virgules, il y ait des travaux de thèse de plein de personnes, donc Ouais. c'est très dense. On va essayer d'explorer. Moi, il y a une question que je me pose, c'est, on est vraiment sur, une une montée en importance, en valeur, des soft skills versus hard skills, pour toutes les raisons que tu as soulignées, hein, dont certaines, on peut les observer déjà sur le terrain. Je pense que Ouais. l'automatisation, si on prend le côté bénéfique de ça, ça a rendu possible la construction de projets ambitieux pour plein de gens, parce qu'en fait, ça limite Mmh. la barrière à l'entrée. Euh, la question, moi, que je me pose, c'est déjà très simplement, qu'est-ce qu'on met derrière soft skills? Mmh. C'est quoi la définition d'une soft skills? Qu'est-ce qu'on met Ouais. derrière? Parce que pour savoir ce qu'on va essayer de se soutenir dans le métier, le monde du travail, ou de développer quand on est travailleur-travailleuse, il faut peut-être savoir déjà de quoi on parle. Oui, alors, dans le livre blanc qu'on a publié, on y présente plein de définitions différentes, mais je peux en citer au moins une, qui est une personne que nous avons interviewée, qui est doctorante en psychologie du travail, au Lab RH, qui est une instance que tu connais, certainement. Et en Petite fait, pensée pour Jérémy Lamry. voilà. Et donc on y reviendra d'ailleurs, parce que Jérémy Lamiri, ça fait partie des livres que nous avons, lus évidemment à cette occasion, et je voulais d'ailleurs citer son livre comme étant une référence bien sûr en la matière. Et en fait, elle décrit, ça les soft skills comme étant une capacité à mobiliser et à combiner des ressources pour effectuer une tâche dans un contexte donné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on n'est pas en train de se parler de quelque chose qui, à l'opposé des hard skills, est une compétence technique, un savoir précis, un savoir faire. On est plutôt sur le domaine du savoir-être, et on est plutôt sur des capacités à mobiliser des ressources pour effectuer une tâche, une action ou conduire un projet. Je peux te prendre un exemple très concret qui est ce qu'on a mis en place chez Blablacar. Allez, c'est parti. Puisqu'en fait, je ne pouvais pas, évidemment être passionnée de ce sujet sans commencer à l'implémenter, dans ma propre activité. Et donc en fait, on s'est posé la question, chez Blablacar de, comment on allait pouvoir mettre ça en place et surtout pourquoi faire? Parce qu'avant de se lancer dans ce genre de projet, c'est important de se dire pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on cherche à résoudre? Et en fait, on s'est rendu compte chez Blablacar quand je suis arrivée que dans toutes les revues dites de performance ou de carrière, on s'interrogeait beaucoup sur, le quoi. C'est-à-dire en gros, qu'est-ce que le collaborateur avait, achevé? Où est-ce qu'il en était de la maîtrise de son poste? Mais on n'avait pas beaucoup de conversations autour de, justement, quel skill avait mobilisé pour réussir, et à l'inverse, qu'est-ce qui avait pu lui manquer pour ne pas réussir? Et là, on commence à toucher justement aux compétences un peu plus comportementales. Donc on s'est dit, c'est un outil puissant pour nous, pour permettre d'éclairer, la performance des collaborateurs, leur donner des clés pour mieux comprendre ce qui les fait réussir ou pas, et amener aussi les managers à l'utiliser pour, continuer à faire grandir leurs équipes. Une fois qu'on a fait ça, on s'est dit: «OK, quels sont les bons?»
soft skills pour Blablacar parce que il y a pas de vérité en la matière. Des soft skills, il y en a des dizaines, voire des centaines. Il y a des études qui existent. Il y a notamment un classement qui existe et dont on parle dans notre livre blanc un peu mondial sur le sujet. Mais je crois que c'est très important pour chaque entreprise de se poser la question de quels sont les bons pour elle. Et nous, le chemin qu'on a utilisé, c'est que on a travaillé de façon très inclusive, très itérative avec les managers et les collaborateurs. Donc, on a fait des groupes de travail où on a réfléchi en fonction de deux axes qui étaient un, c'est quoi notre culture? Quelle est notre culture et quels sont finalement les soft skills qui pourraient refléter notre culture? Et deux, quels sont nos enjeux business? Quels sont le type d'enjeux qu'on a à adresser? Quelle est notre façon de travailler pour adresser ces enjeux? Et on a sorti de là 5 soft skills parce qu'on ne voulait pas non plus qu'il y en ait trop, parce que sinon ça devient une usine à gaz à monitorer. Et donc les 5, c'est, alors je vais les dire en anglais, je suis désolée par avance pour C'est les normal, hein, anglicismes. c'est une C'est boîte notre langue de internationale, hein, travail. Blablacar. Donc c'est growth mindset ou autrement dit apprendre à apprendre. Donc c'est justement cette capacité à explorer en permanence, le meilleur dans sa pratique, professionnelle, à se cultiver, à s'intéresser, à être curieux et à développer, en fait, à se développer et à le faire de façon assez proactive et autonome. C'est évidemment l'agilité, on ne peut pas avoir une culture entrepreneuriale comme Blablacar et ne pas avoir ça, dans ses skills, mais on le spécifie très précisément de ce que ça veut dire. C'est ce qu'on appelle business prioritization. Donc là, c'est vraiment la capacité à être focus en permanence sur ce qui est le plus important pour faire réussir son département ou l'entreprise et être vraiment aligné avec les grands objectifs de l'entreprise. C'est teamwork, c'est-à-dire cette capacité à travailler en transverse, à mobiliser des ressources dans différents pans de l'entreprise et à communiquer efficacement pour pouvoir embarquer un collectif. Et enfin, le leadership qui revêt là aussi différents aspects selon le type de job qu'on exerce ou selon son niveau de seniorité. Et ensuite, on a, et après je pourrais rentrer dans le détail, mais on a décliné ça dans au moins 2 pratiques RH aujourd'hui qui sont en recrutement et en revue justement de performance et de carrière. Mmh. Et alors là, moi, je vais essayer de te suivre un peu comme le petit pousset en regardant toutes les étapes pour essayer d'aider les personnes qui nous écoutent à potentiellement faire ça dans leur entreprise. Donc, si je comprends bien, l'idée, c'est d'observer peut-être non pas la performance des uns et des autres dans leur métier respectif, mais j'allais dire, les raisons de cette performance ou les soft skills qui sous-tendent cette performance. Donc là, ça pourrait être, je me jette à l'eau, c'est peut-être un peu caricatural, mais un développeur ou une développeuse qui est extrêmement fiable, très rapide. Et en fait, en creusant, on se rend compte que c'est quelqu'un qui est toujours en train de s'intéresser aux nouvelles pratiques, qui a l'habitude d'aller systématiquement interroger les bonnes banques de données ou les bonnes communautés pour trouver des approches et qui donc en fait témoigne d'une capacité à apprendre qui est très forte, qui est très fort pour apprendre à apprendre. Euh, Chemin faisant, vous vous rendez compte qu'il y a un certain nombre de ces soft skills qui reviennent et vous avez identifié un certain nombre que vous vouliez mettre particulièrement en avant, aligné avec la culture, avec les valeurs de Blablacar et avec l'environnement dans lequel vous vous trouvez pour justement éviter quelque chose de trop flottant, ce qui peut être le problème des soft skills, Ouais, où ça devient clairement, des adjectifs sur une job desk c'est ça. et finalement on le prend pas au sérieux, alors que s'il y en a 3, 4, 5, forcément ça permet de beaucoup plus irriguer votre quotidien. Et là tu disais par exemple le recrutement et les revues de performance et de carrière. C'est comme Exactement ça que ça fonctionne. Ouais. ouais, c'est exactement comme ça que ça fonctionne et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a une très bonne corrélation d'ailleurs entre le niveau de maîtrise, de ces skills et la façon dont les gens peuvent grandir dans leur poste et être performants, dans leur poste. Donc ça nous a encouragés en fait à continuer et là où on a des applications, très concrètes, c'est que, par exemple, à l'issue des revues de performance ou de carrière, quand on voit qu'il y a certains skills qui sont, moins bien notés, alors je précise que nous faisons des assessments à 360, c'est-à-dire que le collaborateur s'auto-évalue, le manager évalue, mais il y a aussi une évaluation par les pairs et ça nous semble important d'avoir des regards croisés, pour justement enrichir, cette vision-là et ça va nous servir pour monter derrière des plans de développement et venir, soutenir le collaborateur qui pourrait être en difficulté sur, tel ou tel item. Quand on s'aperçoit qu'il y a, au niveau d'une équipe
ou même plus globalement, un des skills qui est pas très bien évalué, alors on peut être amené à mettre en place des plans de développement ou de formation, un peu plus globaux et groupés. Ça a été le cas, sur, l'agilité, par exemple, où on a pu mettre en place des formations, autour de ça. Ça a été le cas sur le leadership, ça peut être le cas sur certains aspects de la communication. Voilà. Donc en fait, sincèrement, en toute humilité, on n'est pas très originaux, sur, les skills qu'on a définis, dans le sens où ça reste quand même des qualités, importantes. Je pense que ce qui est, important, c'est que ça reflète vraiment notre culture et notre façon de travailler. Donc en fait, il y a rien d'étonnant dans ce qu'on fait au quotidien et surtout, on les a caractérisés, c'est-à-dire qu'on les a déclinés en des comportements observables, précis, pour une fois encore, chacun des niveaux de seniorité qui peut exister dans l'entreprise. Parce que évidemment, tu n'attends pas la même chose de quelqu'un qui démarre, totalement. Si tu reprends l'exemple du software engineer, je suis software engineer junior, j'ai 1 an d'expérience. C'est pas la même chose que si je suis VP engineering, et que j'ai, 10 ans d'expérience. Ce que tu vas attendre des personnes n'est pas la même chose. Donc en fait, on a décrit les comportements observables en fonction de ces niveaux de seniorité pour que l'évaluation qui en est faite, elle soit, adaptée. Et c'est là, en fait, où le processus prend un peu toute sa force, c'est qu'il permet vraiment d'avoir une approche assez, fine et assez ciblée. Et une fois encore, on voit à quel point, en plus évidemment de toute l'expertise technique, comment, le fait qu'on ait renforcé cette dimension-là a amené beaucoup de richesse dans les conversations, entre collaborateurs et managers et à quel point on a du coup pu faire grandir nos collaborateurs et les rendre plus performants. Et je voudrais appuyer sur, quelque chose que tu viens de dire qui me semble fondamental, c'est quand tu dis, entre guillemets, «On n'a pas réinventé la roue, c'est un peu, Non. c'est pas spectaculaire» et j'aimerais, donc appuyer, là-dessus. Il y a un effet qu'on peut, voir dans le milieu startup, qui devient presque une attente, de pratiques exotiques ou un peu spectaculaires et bien souvent, ce que j'observe, là, on doit être à l'épisode quoi 36 si je dis pas de bêtises de ce podcast, sans compter tous ceux qu'on a fait sur le leadership, donc ça fait un petit moment qu'on a rencontré plein de gens fascinants, sur des sujets de ce qui permet aux startups et scale-up de faire des très belles choses. Souvent, c'est pas nécessairement quelque chose de très spectaculaire, mais c'est le fait de mettre l'accent sur quelque chose qui pourrait être anecdotique par ailleurs. Je vous donne un exemple d'un épisode récent, Rassam de chez Doctolib qui insistait sur le fait que Mmh. leur programme de recrutement induisait, enfin en tout cas prenait en compte l'émotion qu'était censé ressentir le candidat ou la candidate. Ça fait partie des choses, et quand on se dit ça, on se dit oui, bon d'accord, ça a l'air un peu pas très révolutionnaire, mais mine de rien, c'est le genre de choses qui peut faire la différence. Et Mmh. là, quelque part, enfin, qui peut faire la différence. Évidemment, ça fait la différence. Doctolib, c'est comme une belle, une belle boutique. Hein, personne ne peut dire l'inverse. Et là, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est que effectivement, quand on retombe sur growth mindset, agility, business prio, leadership, teamwork, non, ce n'est pas révolutionnaire. Par contre, c'est très aligné avec Blablacar et il y a une intention qui est de dire les métiers vont changer et on se doit dans le recrutement de faire venir à bord du bateau Blablacar des gens qui témoignent de ces soft skills-là. Et dans les revues de performance de carrière, on se doit de permettre à la boîte de grandir là-dedans. Donc le simple fait, entre guillemets, d'en faire une priorité d'un point de vue RH, c'est aussi ça qui fait la différence, quoi. Et ce qui m'amène naturellement un peu à la question suivante, c'est quel rôle la fonction RH joue justement euh, Mmh. dans cette évolution du travail, que ce soit du côté des soft skills ou d'une manière plus générale, que nos amis RH ou fondateurs qui ont une fibre RH, fondatrices qui ont une fibre RH, quel rôle ils doivent jouer pour accompagner le futur du travail et l'évolution du monde du travail selon toi? Bah, en fait, c'est là où je pense que et c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup de réfléchir à la fonction RH, c'est que je suis convaincue que les RH jouent un rôle absolument fondamental, sur ces sujets-là. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, à part peut-être des équipes dirigeantes qui sont un peu sensibilisées à ces sujets, puissent imaginer, que c'est important, de travailler, là-dessus, et surtout comment le mettre en œuvre, en fait. Parce que c'est vrai que c'est pas évident et c'est pour ça qu'à l'Observatoire des métiers du futur, on a voulu, écrire ce livre blanc pour justement aider, hein, c'est tout le fondement de notre observatoire, en fait. C'est vraiment d'aider la communauté sur tout ce qui peut aider à l'employabilité de façon générale. Et on a voulu ce livre blanc être le plus
pédagogiques possibles, pour donner, vraiment des clés, de fonctionnement très concrètes, que ça soit aux équipes dirigeantes ou aux managers qui voudraient s'intéresser à ça, mais surtout aux équipes RH, qui voudraient le mettre en œuvre et qui l'ont pas encore mis. Parce que même si ça semble assez évident et intuitif, je faudrait que je retrouve les chiffres, je les ai pas là spontanément en tête, dans l'enquête qu'on a menée, puisqu'on a mené à la fois une enquête quantitative et qualitative, la proportion de gens qui nous disent avoir ce type de dispositif dans leur entreprise aujourd'hui, et en fait, c'est loin d'être très répandu. Alors que pour autant, ça semble assez intuitif. On s'est fait un peu challenger sur, est-ce que c'est un phénomène de mode ou pas? Et en fait non, parce que ça ne l'est pas, pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant, liées à l'évolution du contexte. Les soft skills, c'est une denrée dite, non périssable, et donc non, ça n'est pas un phénomène de mode, c'est un phénomène durable qui finalement, comme tu l'as dit, semble assez, intuitif. La seule et unique question qui subsiste, c'est comment s'y prendre, et c'est là où je pense que les RH ont un enjeu à s'emparer de ça, que ça soit pour piloter, la performance, à court terme, ou que ça soit pour préparer, la suite et l'avenir, des collaborateurs de leur entreprise. Parce que c'est ce qui te permet de te doter des attributs dont tu auras besoin pour, évoluer dans le monde du futur, en fait. Mais tu vois ce que ça m'évoque et là, c'est une réflexion de profane, hein. Je ne travaille pas dans les observatoires, mais peut-être ça est connecté à des choses que vous avez déjà vues. J'ai l'impression qu'on fait face à, un travail de dézoom ou de précision qui est de plus en plus, important dans le monde du travail, au sens où, peut-être qu'il y a quelque temps, au moment d'essayer de trouver un professionnel, le simple fait qu'il soit professionnel, ça suffisait. Je cherche un menuisier, un informaticien, une informaticienne. Puis la grille de lecture, c'est assez vite devenu, en France en tous les cas, l'école. Ça va être bon, bah voilà, si c'est un HEC, un polytechnicien, un énarque, ça Ouais. fera l'affaire. Là, on a commencé à préciser les choses, à dire bon, alors attends, c'est peut-être pas suffisant, il faut qu'on rentre au niveau des compétences. Qui est compétent dans tel ou tel skill set, qui apporte de la performance. Et là, la proposition, c'est de remonter encore d'un cran en disant non, qui a les ressources non périssables, Mmh. ou a la capacité à développer ces ressources non périssables pour être capable d'apporter de la performance ou de répondre aux exigences de l'environnement dans un environnement qui va changer très vite. Que ce Ouais. soit par l'automatisation, par les crises comme celles qu'on a vécues. Donc c'est un peu ça que j'entends dans ce que tu dis, non? Complètement, c'est exactement ça, et je crois que c'est la raison pour laquelle ça redevient sur le devant de la scène. C'est que on évolue de plus en plus dans des environnements qui sont extrêmement, mouvants, changeants, et qui obligent à réagir avec énormément de rapidité, à s'adapter en permanence, à la fois d'un point de vue, personnel et comportemental, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, aussi sur, la reconversion, de ces compétences techniques. On parle beaucoup dans l'environnement des RH de tout ce qui est reskilling, upskilling. C'est très lié à ça, en fait. C'est tous ces sujets qui permettent d'accompagner les collaborateurs de façon la plus anticipée possible pour s'adapter aux changements qui peuvent s'opérer, qui sont parfois anticipés, parfois pas anticipables. Et la crise, de la Covid nous l'a montré, c'est que personne n'avait évidemment anticipé, une telle crise avec autant d'impact, et elle a obligé, un bon nombre d'entreprises à s'adapter à la fois sur, leur business, mais aussi sur l'organisation du travail. Les compétences comportementales que ça a requis que de s'adapter à cet environnement-là, c'était absolument, colossal en fait, et toutes les entreprises qui ne s'y étaient pas entre guillemets «préparées», dans le sens où elles n'avaient pas déjà travaillé sur ces sujets, ça a été extrêmement brutal comme adaptation. C'est en ça que je dis que les RH ont une énorme, et ce n'est pas culpabilisant de ma part du tout, hein, mais ont une énorme responsabilité, et je me sens complètement investie aussi de cette mission. C'est pour ça que je fais partie de cet observatoire. C'est que j'ai envie de, avec un peu les connaissances qu'on développe, d'aider le plus possible la communauté RH. Je trouve qu'on a une énorme responsabilité que de pouvoir, anticiper, sur ces mouvements, et préparer les entreprises et les collaborateurs à ces impacts majeurs. Et tu as raison de le souligner.
c'est vrai que sur des sujets tels que celui-ci qui sont importants, euh, force est de constater que ça ne sera pas l'affaire ni des managers ni des fondateurs qui vont avoir des horizons de temps différents, que ce soit du présent ou du futur, mais du futur du marché, par exemple, et pas forcément des personnes qui travaillent. Donc, prenons-le plutôt comme quelque chose de réjouissant, et j'ai le même constat que toi, de voir que la fonction RH en startup qui a très malheureusement pendant un temps été un tout petit peu en retrait. Hein. C'était presque bon, bah voilà, pour faire des startups, il faut des gens. Bon, bah, on va trouver quelqu'un qui recrute et ça ira très bien. Je Ouais. caricature un tout petit peu, mais ça a été ça pendant un moment. Et là, on observe des professionnels de la RH qui sont incroyablement talentueux, bien souvent qui ont des parcours qui vont bien au-delà de la startup ou de la scale-up et qui permettent justement d'intégrer toutes les dimensions de ce que ça veut dire le métier people, y compris celui-là. Donc, cher RH, prenez, c'est à vous, ce C'est sujet. ça. Et tu vois, j'étais en train de rechercher les chiffres, parce que je pensais que c'était important de les citer. Il faudrait que je te redise combien on a eu de répondants à notre enquête technique sur ce livre blanc. Et tu as moins de la moitié qui bénéficient aujourd'hui d'un dispositif de soft skills, dans, les évaluations de performance, par exemple. Hmm. Voilà. Donc, et on a eu de mémoire plus de 200, 250 répondants à notre enquête. Donc, tu vois, on est quand même assez exhaustif dans notre approche. C'est pas une enquête purement scientifique, hein, ça reste très modeste. Mais quand même, tu vois, ça donne quand même une tendance de fond qui est pas neutre. C'est déjà, on pourrait se dire que c'est déjà bien, 50%, mais ça reste insuffisant sur un sujet qui est aussi important que celui-là. Et alors, si on file un peu les autres angles de ce qui attend un peu sur le futur du monde du travail, donc toutes les réalités de crise, d'automatisation apportent, enfin, font descendre un peu mécaniquement la valeur des hard skills parce que elles vont être automatisées, mises en danger, les métiers vont changer, etc. Mmh. Qu'en est-il des effets, j'allais dire positifs, parce que ça c'est presque de la destruction de valeur, même si ça redonne de la valeur aux soft skills. Qu'en est-il de l'effet positif qui va vraisemblablement arriver relativement à l'IA, à l'automatisation à quoi est-ce qu'on peut s'attendre et qu'on doit prendre en compte dès maintenant quand on est concerné par les RH, selon toi? Alors, c'est le Vaste deuxième sujet, hein. sujet qui, ouais, c'est un très vaste sujet. Il se trouve que, j'ai fait ma thèse professionnelle, dans le cadre de mon master RH sur ce sujet, c'est-à-dire, l'intelligence artificielle au service de la gestion des talents. Donc, j'ai fait, 12 mois de recherche, de lecture, d'entretien, voilà, de réflexion sur ce sujet. Donc, ça m'a donné qu'un aperçu, hein, parce que comme tu le dis, c'est un vaste sujet, mais ça m'a quand même permis de me forger un certain nombre de convictions. Et donc dans les convictions que j'ai, c'est justement sur le côté bénéfique, de ce mouvement-là, en fait. Pourquoi? Parce que, alors, j'ai quand même lu des livres assez, pessimistes et terribles qui te disent à quel point, l'humain, alors non seulement l'ensemble de nos tâches va être automatisé, évidemment, pour ces thèses-là, mais pire encore, demain, l'humain sera remplacé, par l'intelligence artificielle. Bon, on en est très loin, très, 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 très loin, et en fait, quand tu regardes un peu plus en détail, tu te rends compte qu'il est une réalité qu'il y a une partie non négligeable de nos tâches qui demain pourra être en effet automatisée et gérée par une machine. Par contre, la conviction que je me suis, forgée avec l'ensemble de ces lectures, c'est qu'il y a quelque chose de éminemment, humain qui restera et qui touche à un certain nombre de compétences, cognitives, et notamment les soft skills en font partie, qui restera, l'apanage de l'humain. Et donc, par contre, le côté très positif, pour répondre directement à ta question, c'est qu'on va, la machine, ce qu'elle va pouvoir faire, c'est qu'elle va pouvoir aller beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement sur tout un tas de choses qu'on n'était pas capable de monitorer nous. On y reviendra peut-être sur la partie RH. Moi, je fais partie de ceux qui sont convaincus de l'apport que ça peut avoir, pour les RH. Et du coup, ça va permettre quoi? Bah, en fait, ça va permettre à l'humain, lui, de se focaliser sur des tâches dites complexes,
à forte valeur ajoutée et ça va au contraire, je pense, repositionner l'humain, sur quelque chose, de bien plus important et bien plus stratégique que ce qu'il peut faire aujourd'hui. Et alors j'ai plein d'exemples de ça, notamment dans la partie ressources humaines, mais voilà, je crois vraiment que d'un point de vue de ce que ça apporte, c'est que ça va permettre d'aller plus vite, plus loin, plus efficacement et en plus de ça, ça va nous permettre à nous, dans nos métiers, de nous focaliser sur, les tâches les plus intéressantes. Alors, c'est évidemment un sujet, c'est plus qu'un sujet complexe, c'est un sujet de société. En fait, en Oui. réalité, l'évolution, enfin, entre autres, hein, politique et sociale, l'évolution du travail. Je vais me retenir d'en parler parce que c'est un sujet qui me passionne et j'ai pas envie j'avais envie, je préfère t'entendre parler, mais peut-être que effectivement, il faut garder en tête que la question de la destruction de travail que fait l'automatisation, on peut se poser la question de quel type de travail ça détruit. Est-ce que ça laisse de la place à un travail qui est éminemment plus épanouissant par nature? Et si la question, c'est l'appauvrissement du travail pour tous, est-ce que ça ne devient pas un sujet global de comment est-ce qu'on organise la société d'une manière légèrement différente s'il C'est y a ça. tout autant de gens, si ce n'est plus de gens, et moins de travail tout court? On va, voilà, c'est le moins que je puisse Non, dire là-dessus. mais si je peux rebondir, Mais bien sûr, rebondis. c'est très lié, justement, je une fois encore, à la responsabilité des RH parce qu'en fait, Absolument, ouais. c'est des sujets qui sont éminemment prospectifs. Alors là, je serais bien loin, pour le moment, hein, d'avoir une expérience concrète à raconter, sur ce sujet. J'en suis vraiment qu'à la phase très théorique des recherches que j'ai pu, conduire. Mais je crois vraiment que les RH, dans leur domaine d'activité, ont une responsabilité là aussi très importante que d'anticiper en fait sur ces mouvements de fond. Donc ça veut dire faire de la prospective sur l'évolution des métiers de ton entreprise et être capable de comprendre les phénomènes qui vont venir l'impacter à moyen et long terme pour pouvoir anticiper sur les compétences dont tu vas avoir besoin et opérer ce que j'ai mentionné tout à l'heure en termes de reskilling et d'upskilling, pour permettre le shift en fait des gens, de métiers qu'ils opèrent aujourd'hui vers des métiers et des compétences qui seront nécessaires, demain, et anticiper ce mouvement. Sinon, il se passe quoi? Il se passe que tu as des pans entiers, des industries qui se font, disrupter, du jour au lendemain avec, des plans sociaux et des plans de départ, massifs, parce qu'en effet, il n'y a pas eu l'opportunité ou la possibilité d'anticiper ça, en fait. Et donc ça rejoint ce que tu évoques sur la création de valeur. En fait, c'est vrai que factuellement, c'est pas les mêmes métiers qui seront créés que les métiers qui seraient amenés à disparaître. Ils disparaîtront jamais en totalité, on se parle toujours d'un pourcentage. À la fin, c'est un être humain qui occupe un métier. Donc en fait, comment tu anticipes pour que, cet être humain, il puisse être de façon anticipée, formé et accompagné pour demain, pouvoir, être plus opérationnel sur le nouveau métier qui va se dessiner, pendant que le sien, le cœur du métier ancien qu'il avait va disparaître, ou une partie en tout cas du métier ancien qu'il avait va disparaître et c'est tout ce mouvement-là, en fait, qui a besoin d'être accompagné au niveau d'une entreprise. Et alors, on est obligé de choisir, hein, et croyez-moi, sur cet épisode, c'est un crève-cœur, hein. Mais, si vous voulez une trilogie de Stéphanie comme Seigneur des Anneaux, vous nous le direz, hein, mais moi, je ne serais pas contre. Euh, J'aimerais qu'on mette un peu la focale sur, justement, parce que tu as beaucoup travaillé là-dessus, ou en tout cas, tu t'y es beaucoup intéressé, sur ce que l'automatisation pourrait ou apporte déjà au métier RH. Qu'est-ce qui Ouais. s'automatise qu'on n'a pas forcément en tête? Qu'est-ce qui va s'automatiser? Qu'est-ce qui nous attend, quoi, en fait, hein, sur les métiers RH finalement? Ouais, alors, la tech RH, elle est hyper prolixe, hein, en la matière, hein. Quand tu regardes en France le nombre de startups, tech RH et le lab RH est évidemment un très bon exemple, de ça. C'est hyper intéressant parce que c'est vraiment le reflet de ce qui est en train de se passer. Hem Et donc il y a notamment, 2 domaines, que je pourrais, creuser qui sont très avancés sur ce sujet, mais peut-être avant ça, pour donner une photo un peu globale. En fait, il va se passer quoi? La première des choses qui va se passer, c'est que l'intelligence artificielle, en fait, elle te permet de traiter de la data en masse. Or aujourd'hui, force est de constater, j'ai pas de chiffres à l'appui, ça a été compliqué pour moi de récupérer ce type d'informations, mais quand même, on peut dire que les RH sont un peu le parent pauvre de la data. C'est rarement, y compris dans des boîtes, tech, c'est quand même rarement l'endroit où tu as le plus de data, pour tout un tas de bonnes et de mauvaises raisons.
Donc ça commence par là, en fait. C'est-à-dire que tout équipe RH qui voudrait demain se doter d'outils d'intelligence artificielle, elle doit d'abord commencer par se doter d'outils qui lui permettent de traiter la data en masse. Et c'est là, en fait, où on va pouvoir commencer à utiliser cette data et à l'analyser et à utiliser les recommandations, parce qu'en fait, c'est la deuxième partie que l'intelligence artificielle peut permettre de faire, c'est qu'elle va utiliser cette data pour porter ensuite des recommandations. Et c'est sur base de ces recommandations qu'en matière de gestion des talents, hein, qui est mon cœur de domaine, tu vas pouvoir, commencer à apporter, des réponses, des solutions, des pushs, proactifs sur, alors ça peut être, de la mobilité interne, ça peut être de la formation, ça peut être, du strategic workforce planning, ça peut être et en fait, le champ est immense de tout ce que derrière tu vas pouvoir faire à partir du moment où tu as construit ta data, où tu as construit tes analyses de la data et tu vas pouvoir ensuite commencer à tester différents processus RH basés sur des recommandations de l'intelligence artificielle et évaluer si en effet ils sont pertinents, pas pertinents. Parce que je digresse un peu, mais il y a quand même quelque chose de très important que je n'ai pas dit, hein, c'est que moi je fais aussi partie de ceux qui sont convaincus que là où l'humain peut jouer un rôle majeur, c'est que l'intelligence artificielle n'est rien d'autre qu'un outil au service de l'humain, au service des équipes RH. Il ne s'agit en aucun cas de prendre les recommandations qui seraient issues de l'intelligence artificielle pour argent comptant et de considérer que parce que la machine a dit qu'un tel pouvait prendre par exemple tel poste, que tu dois forcément le faire. Il y a tout un tas d'autres éléments à prendre en considération et c'est là où l'humain joue un rôle absolument majeur. Donc en fait, c'est très important ça, parce que c'est un peu le cadre éthique aussi, dans lequel il faut évoluer sur ces sujets d'intelligence artificielle. Il faut absolument prêter attention à la façon dont la data est récoltée. Il faut prêter attention à la façon dont la data est utilisée. Il faut être capable de porter un regard critique sur les recommandations, qui sont, proposées par l'intelligence artificielle et en transverse à tout ça, il y a le sujet des biais, qui est un sujet qui revient assez souvent. Il y a d'ailleurs, je cite quelqu'un, je pourrais le citer dans les livres à la fin, mais il y a quelqu'un qui est très intéressant à regarder sur ces sujets-là, qui est Aurélie Jean, qui est une scientifique française basée aux États-Unis et qui a écrit 2 livres très, très accessibles sur le sujet des algorithmes et des biais décisionnels. J'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer dans le cadre de ma thèse professionnelle et elle est justement très vigilante sur ces sujets-là. Et alors, moi, du coup, la question numéro 1 très pragmatique qui me vient, pour découper un peu le sujet, étape par étape, c'est, sujet 1, data. OK, ça Ouais, c'est, de toute façon, un sujet transverse, à tous les métiers. ouais. Si on veut bénéficier de la force, de l'intelligence artificielle, on a besoin de données. Sans la donnée, l'intelligence artificielle ne peut pas travailler. De quelles données on parle? Ça, c'est un peu la question. Comment est-ce qu'on la Mmh. structure correctement? Et question bonus, qu'est-ce qui est, éthique ou pas? Qu'est-ce qui est RGPD Mmh. compliant et qu'est-ce qui ne l'est pas? Ouais. Parce que, tu vois, dans les données, j'imagine que, une intelligence artificielle bien câblée pourrait, bosser, à partir, de données, d'évaluation de la performance bien câblées et donc là, tu vas prendre Elevo ou un soft du même genre, Mmh. pour bien travailler dessus, etc. etc. Et après, donc ça, je serais très curieux de savoir tout ce dont on parle en termes de data, mais est-ce qu'on a, entre guillemets, la possibilité de récolter et d'organiser, et ce qui est un peu plus sensible, dirons-nous. Ouais. En fait, déjà, la première des choses, c'est la question du consentement, en fait. C'est-à-dire que, avant toute chose, il est indispensable, que, la donnée que tu vas utiliser, l'utilisateur concerné ait donné son accord, pour qu'elle soit, utilisée. Et en effet, il faut apporter de la transparence sur la façon dont, cette donnée va être, utilisée et pour quoi faire. La deuxième chose, c'est, la confidentialité. Alors nous, équipe RH, on est habitués à ça, mais il faut pouvoir rassurer, les collaborateurs sur le fait que la donnée qui va être récoltée, elle va être, stockée en toute confidentialité, et respecter, cette protection et cette confidentialité. Et la troisième, c'est lié à l'éthique, en fait, ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire, en gros,
avoir de la transparence sur l'usage qui va être fait de ces données et avoir un usage qui soit inséré dans un cadre éthiquement acceptable, c'est-à-dire purement professionnel, évidemment, qui ne servent en aucun cas à faire de la discrimination, à faire, bref, tout ce qui ne serait éthiquement pas acceptable. Et donc ça s'accompagne en fait, il faut que ça s'accompagne d'une charte et d'un niveau d'engagement de l'entreprise et d'un consentement de l'utilisateur. Donc en effet, le cadre, il est hyper important et il faut absolument qu'il soit préalablement défini. Ensuite, en termes de data, hem, alors, par exemple, sur les sujets de mobilité, ce que tu vas, aller regarder, c'est, tu vas, par exemple, aller regarder tous les parcours, qui ont pu être opérés par quelqu'un. Le type de poste qu'il a occupé, le type de compétences qu'il a mobilisées, et en fonction de ça et en fonction de, par exemple, il y a un poste qui s'ouvre et qui requiert telle ou telle compétence, tu vas, par exemple, pouvoir opérer un matching, entre, bah, tiens, telle personne, elle a occupé tel poste, à ce poste, elle a coché les cases de telle ou telle compétence et sur ce poste qui est ouvert et ben, il se trouve que c'est les mêmes compétences. Pas du tout le même job, ça n'a rien à voir, mais tu as un matching à X. L'entreprise peut définir que le matching, je veux qu'il soit à 70, soit 80. Et donc tu vas pouvoir, comme ça, proposer des pushs. Donc tu as plein d'entreprises, hein, qui existent, de start-up tech RH qui, par exemple, proposent ce type de matching. J'ai commencé à en rencontrer certaines parce que je trouve que c'est absolument extrêmement puissant comme type d'outil pour favoriser le développement, les parcours de carrière, la mobilité interne. Et ensuite, c'est là où rentre en considération la dimension humaine. C'est-à-dire, tu vas dire, bon, bah, il manque 30. Est-ce que ces 30 ils sont hyper importants, pas hyper importants? Est-ce que je peux former la personne pour acquérir les 30 qui manquent ou pas? Est-ce que je me donne du temps et c'est pas grave? Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un d'opérationnel tout de suite et donc peut-être qu'il faut plutôt que j'ai un matching à 90. Donc en fait, tu peux quand même jouer autour de l'outil. Mais ça, c'est un exemple pour montrer le type de data que tu peux utiliser ou que tu peux, récolter pour opérer, par exemple, une mobilité interne. Alors j'adore cet exemple parce qu'on peut tout de suite se projeter. C'est-à-dire, toi, ton périmètre, c'est 700 personnes, Mmh. pour peu que tu aies des postes ouverts en Russie, tu peux pas avoir, les yeux partout. Ouais, Et par contre, peut-être qu'avec l'aide de l'intelligence artificielle, tu peux avoir, Julie qui travaille quelque part en France, qui c'est t'est ça. remontée et là, tu te reconnectes avec soit manager ou Mmh. RH de Julie. Tu te rends compte que c'est à 70 et qu'il manque quelques pourcentages et tu peux tout simplement engager la discussion en Mmh. disant: «Bah, partir en Russie, on y croit pas, qu'est-ce que tu en penses?» Mais tu aurais jamais eu Exactement. cette discussion Non, sans, l'aide de l'IA, quoi. exactement. Et tu as la même chose en recrutement, hein, en recrutement qui est quand même l'environnement sur lequel, qui est extrêmement prolixe une fois encore en matière d'outils de ce type-là et ça fait partie des choses que je voudrais tester chez Blablacar. On voudrait commencer avec le recrutement. C'est justement, en fait, les algorithmes qui te permettent là aussi de matcher entre, j'ai une offre d'emploi pour laquelle j'ai défini un certain nombre de compétences, qu'elles soient, techniques ou, soft, en face de ça, j'ai des pools de candidats et en fait, aujourd'hui, ben, on fait tout ça de façon assez, manuelle. Alors déjà, un, ça prend quand même beaucoup de temps. 2, on va pas rentrer dans le débat des biais Ouais, inconscients, mais il y en a clairement. beaucoup. Et donc en fait, tu imagines tout de suite, en tout cas moi j'en suis convaincue, hein. Je sais que tout le monde ne l'est pas hein, et je sais que ça fait partie des sujets qui prêtent à débat aujourd'hui. En tout cas, moi je fais partie de ceux qui, sont convaincus que ça peut apporter énormément en termes de puissance déjà d'exploitation, c'est-à-dire que là où tu traites peut-être, quelques CV, ben, d'un seul coup, tu vas pouvoir automatiser et traiter un nombre de CV absolument incroyable. Tu vas t'affranchir de tous les biais que tu peux avoir en tant qu'humain, quand tu vas regarder le parcours, de quelqu'un parce qu'on va inévitablement porter, un jugement. Et donc ça va te pousser, du coup des candidatures que tu n'aurais sans doute pas imaginées au départ et donner des opportunités très, très, différentes. Donc là, tu vas aller regarder là aussi, le sujet des compétences. En matière de talent, management, c'est quand même beaucoup ce sujet-là qui est regardé en termes de données, en fait.
C'est vertigineux, hein, quand on y pense. Et peut-être, là, pour refaire un peu un tour dans le concret, en termes d'automatisation et d'outils qui permettent justement de commencer à toucher du doigt un peu, comment l'automatisation peut accompagner le métier, des ressources humaines. Qu'est-ce qui existe, que tu as eu l'occasion de tester ou que tu as un peu, vu de loin, qui commence à rendre ça possible? C'est où est-ce qu'on en est? Si on devait partager des outils, Mmh. des solutions, des Ouais, entreprises qui accompagnent les RH, qu'est-ce que ouais. tu peux me faire un petit tour d'horizon? Ouais, bien sûr. Donc, en fait, en matière de recrutement, tu en as plusieurs qui existent. Alors, je n'ai pas encore eu l'occasion de les tester en pratique. Ça fait vraiment partie des choses que je voudrais mettre en place chez Blablacar. Oui, là, c'est faites vos propres Hem, recherches, hein. On pointe quelque chose, mais faites-vous à votre voilà, avis. exactement. Là, c'est vraiment, dans le cadre du benchmark que j'ai pu faire. Donc en fait, en matière de recrutement, tu as, des outils comme Job Teaser, Data for Job, Jobijoba, Clever Connect. Tu as aussi Assess First qui est, assez présent et assez, médiatiquement relayé, sur ce sujet du matching, sur, le recrutement, sur base des compétences. En matière de, développement, staffing, parcours de carrière, donc plus les sujets qui sont liés à la mobilité, tu as plusieurs entreprises qui proposent ce type de solution. Tu as par exemple Jobmaker, tu as 365 Talents, tu as Boosters, qui est quelqu'un que je connais bien aussi, et qui propose et qui est assez actif, sur ce sujet, du matching et de la mobilité interne et du mapping des compétences. Voilà, tu as Elamp aussi, qui est un acteur que j'avais rencontré. Et donc en fait, toutes les entreprises que j'ai citées, en fait, elles se, entre guillemets, «contentent pas de faire un mapping statique». Elles mettent vraiment en place des systèmes d'algorithmes et d'intelligence artificielle qui vont te permettre, d'opérer les matchings, et les recommandations un peu intelligentes dont je te parlais. Et c'est ça qui, je trouve, est intéressant. Voilà. Après, je crois que c'est, sur ces sujets-là de transformation importants, c'est ce qu'il faut, c'est commencer par un test, en fait. Il faut se poser la question de pourquoi tu veux le faire, ça, c'est comme les soft skills, hein. Qu'est-ce que tu cherches à résoudre? Pourquoi tu veux le faire? Et du coup, qu'est-ce que tu as besoin, de mettre en place? Le tester, prendre les premiers enseignements avant de se dire que tu vas, généraliser et mettre ça à grande échelle, quoi. Mmh. Et alors, moi, j'ai bien retenu la leçon, de dézoomer. En plus de pointer vers quelques solutions qui font déjà ça, moi, je vais remonter d'un cran avec toi et essayer d'emprunter ta capacité d'apprendre à apprendre et ta Mmh. curiosité. Où est-ce qu'on peut, se renseigner pour être à la pointe? Ou, c'est quoi les bonnes mécaniques, qu'un ou une RH peut adopter pour justement ne pas se laisser déborder? Il y a à la fois la question des sources, mais on en reparlera peut-être à la fin de l'épisode sur des livres ou des Mmh. ressources que tu recommandes. Mais en termes peut-être de mindset, de soft skills Ouais, de RH, ouais. qu'est-ce qu'on se doit d'avoir pour bien faire des RH dans un environnement startup, scale-up, dans un monde mouvant, selon toi? Alors, sur ces sujets-là, bon, la première des choses, c'est en effet de se renseigner sur ce qui existe. Et en effet, je pourrais à la fin du podcast citer, peut-être quelques sources. Alors j'ai prévu moi, parce que j'ai très envie de démocratiser ce sujet, donc je crois que je vais commencer à faire une série d'articles sur LinkedIn pour en parler, parce que voilà, j'ai eu la chance de pouvoir rédiger, ce long document, cette thèse professionnelle, donc autant qu'elle serve. Et ça permettra de, voilà, de donner un premier vernis. Mais donc en fait, c'est assez «facile» entre guillemets de se renseigner quand tu commences à regarder ce sujet. Tu as pas mal d'articles, tu as très peu de livres. Je le dirai à la fin, il y en a, en fait, en réalité, il y en a que un qui existe et il y en a un deuxième qui est sorti. Sur l'intelligence artificielle au service des RH, il y en a pas. Ça a été mon plus grand drame quand j'ai commencé à réfléchir à ce sujet. Il n'y a pas de livre qui existe sur le sujet. Mais par contre, il y a beaucoup de littérature, plus sous forme de podcasts, d'articles. Ça, c'est la première des choses pour comprendre. La deuxième chose, c'est, le paysage des acteurs qui existent. C'est ce mapping que moi j'ai fait, et je rementionne l'ABRH parce que c'est vrai que ça a été une source, une très bonne source pour moi de compréhension des acteurs qui existaient, et j'ai rencontré, en fait, ces acteurs pour comprendre, ce qu'ils faisaient et comment ils le faisaient.
Et ensuite, la troisième chose, c'est que je crois que c'est quand même très important de se poser la question de quel est le problème que tu essayes de résoudre? C'est ce que je disais tout à l'heure. Une entreprise qui a besoin de doubler ou de tripler ses effectifs parce qu'elle vient de faire une levée de fonds, bah, tu vas peut-être te dire que tu as d'abord besoin de commencer avec des outils sur le recrutement. Une entreprise qui commence à être à un stade de maturité plus important et qui a besoin d'avoir des perspectives de carrière pour ses collaborateurs et d'accompagner la mobilité et la croissance, bon, ben, peut-être que c'est plutôt sur des outils, de mobilité interne. Donc je crois que ça dépend vraiment beaucoup de, qu'est-ce que tu cherches à faire? Qu'est-ce que tu as besoin de faire à un instant T en fonction de la stratégie de l'entreprise, de son degré de maturité et des problématiques RH auxquelles tu es confronté. Il ne faut pas tout faire en même temps, évidemment, hein. C'est quand même compliqué. C'est quand même des outils qui nécessitent des transformations aussi culturelles importantes. Les équipes RH, les premières, sont pas forcément très ouvertes à ça, parce que ça les inquiète. Parce que comme tout changement, ça inquiète. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, moi, mes recruteurs, c'est la première question qu'ils m'ont posée quand je leur ai dit que je voulais tester ça. Ils m'ont dit: «Mais moi, je vais faire quoi s'il y a un outil qui fait ça à ma place?» Et c'est normal qu'ils se posent cette question-là. Donc il faut les rassurer, il faut, faire, de l'accompagnement au changement avec eux et ça commence par, les inclure dans la réflexion de qu'est-ce qu'on cherche à faire? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Il faut un processus très inclusif, itératif avec eux et comme je l'ai dit tout à l'heure, tester en fait. Commencer par tester et avant de vouloir, généraliser. Donc en fait, oui, je crois que ça commence par, se renseigner, lire, regarder ce qui se fait pour se forger sa propre opinion. Bon, bah, écoute, je pense que là, on a fait, un bon tour, hein, je pense que tu as même répondu à ma petite, intention de milieu d'épisode en disant qu'il y a effectivement tellement à dire que tu as probablement une série à faire sur le sujet, C'est clair. que moi je suivrai en tout cas avec, grand plaisir. Écoute Stéphanie, je te propose de passer, tranquillement à la fin de cet, épisode. Déjà, première question, où est-ce qu'on te retrouve? Si on a envie d'engager la discussion avec Mmh. toi ou de suivre un peu ton travail? C'est LinkedIn, c'est autre part? Moi, c'est LinkedIn, hein, c'est quand même comme beaucoup d'entre nous, le meilleur moyen de me contacter. Mmh. C'est là où je suis le plus active. Bon et alors côté livres, podcasts, ressources sur ce sujet, qu'est-ce qu'on doit lire? Qu'est-ce que tu Ouais. recommandes aux auditeurs et auditrices? Alors j'ai mentionné tout à l'heure, sur le sujet des soft skills, incontournable, le livre en effet de Jérémy Lamry, Compétences du 21e siècle. Voilà, Jérémy, que je suis de près et que j'ai eu la chance d'avoir comme intervenant, à Sciences Po, est évidemment incontournable sur ce sujet. Hem, le deuxième livre que je voudrais, mentionner, qui est en effet un des rares, que j'ai trouvé sur, l'intelligence artificielle, c'est un livre de Michel Barabel, qu'il a coécrit avec 2 autres, auteurs et qui s'appelle «L'intelligence artificielle au service des ressources humaines» aux éditions Duno. Et après j'ai un troisième livre que je voudrais citer parce que c'est quelqu'un que je suis, de très près et que j'aime beaucoup dans son approche justement de ces sujets de compétences, qui s'appelle Emmanuelle Joseph Dailly. Elle a écrit un livre qui s'appelle «Les talents cachés, de votre cerveau au travail». Je recommande vraiment de le lire. C'est très intéressant sur, tous ces sujets-là. En termes de podcast, je voudrais recommander, Les métiers du futur d'Isabelle Rouan. Isabelle Rouan est la personne qui a fondé, l'Observatoire des métiers du futur dont je fais partie. Elle a écrit un livre qui s'appelle Les métiers du futur. Elle vient d'écrire un livre qui s'appelle Emploi 4.0. Elle est passionnée par ce sujet de l'employabilité et de comment s'y préparer. Et du coup, elle a fait un podcast qui illustre ça. C'est très intéressant parce que ça met en avant comment chacun des métiers va évoluer dans le futur sur plein de verticales métiers très différentes. Donc, je pense que ça peut apporter un éclairage intéressant. Bon, bah, là, je pense qu'on est bien équipés et enfin, dernière question, tu la connais, à qui est-ce que tu passes le Mm. micro, pour un prochain épisode du podcast? Si tu passes le flambeau, à qui c'est? Alors, j'ai très envie de le passer à la très belle personne qui m'a succédé dans mon précédent poste chez Dailymotion, qui s'appelle Karine Aubry et qui est donc la nouvelle DRH de Dailymotion. Je suis sûre qu'elle aura plein de belles choses à vous raconter sur ce qu'elle fait chez Dailymotion.
Karine, si tu écoutes cet épisode, je l'espère, tu es la bienvenue sur un futur épisode du Je podcast vais la de prévenir. Yaniro. Oui, alors, je tiens à le dire juste pour, je ne sais pas si vous vous posez la question, auditeurs, auditrices, cet exercice du vraiment à qui est-ce que tu aimerais passer le micro, c'est vraiment avant toute chose une manière de mettre quelqu'un en lumière, de dire ah bah tiens, s'il y a Ouais, quelqu'un que j'aimerais entendre, c'est bien toi, Karine. Après, aléas de la vie des uns et des autres et des agendas, des fois c'est pas possible, des fois ça prend un peu de temps et c'est plus tard. Donc, Karine, pas de pression. C'est avant tout un témoignage de la part de Stéphanie. Bon, en tout cas, c'était vraiment un plaisir de terminer la semaine à tes côtés et puis d'échanger sur ce sujet. Je ne peux que attendre avec impatience tes séries d'articles sur ce ouais, je crois que je sujet. me suis engagée là. Ouais, j'espère. J'espère qu'on vient de faire ça. Et en tous les cas, je te remercie beaucoup pour ton temps et je te dis à une prochaine Et fois. merci, merci de m'avoir donné l'opportunité de parler de tout ça. Merci beaucoup. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et à mercredi